Dans une ville animée d'Afrique de l'Ouest, au cœur d'un marché débordant de vie, se promenait un homme bien connu des habitants, Harimou. Avec son sourire accueillant et son chariot de café coloré, il semblait être un simple vendeur ambulant, une figure familière dans le quotidien des vendeuses de légumes et des conducteurs de taxi-moto. Mais derrière ce visage amical se cachait un sombre secret. Harimou était de stature moyenne, avec une silhouette maigre mais robuste, forgée par des années à parcourir les marchés avec son chariot. Son visage portait des traits anguleux, accentués par des pommettes saillantes et des rides précoces dues à des nuits de veille rituelles. Ses yeux, sombres et perçants, semblaient capables de sonder les âmes, un regard qui oscillait entre la bienveillance trompeuse et une froideur calculatrice. Il avait un léger boitement, résultat d'un accident mystérieux qu'il n'évoquait jamais, ce qui ajoutait à son aura énigmatique. Harimou dissimulait habilement son passé et ses intentions sous un sourire charmant qui le rendait inoffensif aux yeux de tous. Nul ne savait rien sur sa véritable origine. Chaque matin, il remplissait ses thermos de café fumant, préparés avec soin, et déposait sur son chariot des boîtes de lait en poudre et des sachets de café. Son stand semblait banal, presque rassurant, mais il y avait un détail que personne ne remarquait, de petites pierres incolores, soigneusement dissimulées dans les fonds des thermos en métal. Ces pierres, bien qu'ordinaires à première vue, étaient imprégnées d'une énergie maléfique, un pouvoir sombre que seule une secte obscure pouvait maîtriser. Au marché, les principales cibles d'Harimou étaient les vendeuses de légumes, fruits et épices. Fatiguées par leur longue journée de travail sous le soleil brûlant, ces femmes cherchaient dans le café d'Harimou un moment de répit et un regain d'énergie. Elles appréciaient sa gentillesse apparente et sa capacité à leur offrir une boisson chaude à un prix modique. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que chaque gorgée leur coûtait bien plus que quelques pièces, leur lumière intérieure était lentement volée. De l'autre côté, les conducteurs de taxi-moto étaient des clients réguliers. Le café leur servait de carburant pour affronter les routes chaotiques et les longues heures de travail. Ils s'arrêtaient souvent à son chariot en échangeant des blagues ou des nouvelles locales, inconscients que leur petite victoire quotidienne s'effaçait peu à peu, remplacée par une série de pannes mécaniques, d'accidents ou de malchances inexplicables. Harimou n'était pas un simple vendeur. Dans les coulisses, il était un serviteur dévoué d'une secte mystérieuse, appelée Bakar Toraro, ce qui signifie les étoiles noires. Cette organisation obscure avait une mission effroyable, collecter les étoiles, ces fragments symboliques de l'âme humaine qui représentaient la lumière intérieure, la chance et le destin de chaque individu. Les pierres dans les thermos étaient préparées lors de rituels nocturnes, baignées dans des incantations et des sacrifices inimaginables. Lorsqu'un consommateur buvait le café d'Harimou, sa lumière intérieure était lentement siphonnée par la pierre, absorbée et enfermée pour toujours. Harimou était au service d'une secte. Au sommet de cette secte, il y avait des prêtres et prêtresses dotés d'un immense pouvoir mystique. Ces chefs étaient les architectes des rituels sombres et les gardiens des secrets anciens. Ils manipulaient leurs serviteurs, comme Harimou, pour atteindre leurs objectifs, voler la lumière intérieure des gens et accumuler suffisamment d'énergie pour invoquer des entités surnaturelles qui leur accorderaient richesse, immortalité ou domination. Certains membres de la secte étaient des hommes et femmes influents, tels que des chefs d'entreprise, des politiciens ou des figures de l'élite locale. Ces individus utilisaient les pouvoirs obtenus grâce aux étoiles volées pour consolider leur position, éliminer leurs rivaux et obtenir des succès inaccessibles par des moyens ordinaires. Il existait également des agents comme Harimou, debt collecteurs envoyés sur le terrain pour effectuer des tâches précises, infiltrer des communautés, voler des étoiles et rapporter les pierres imprégnées d'énergie. Ces agents servaient de pont entre la secte et le monde extérieur. En échange de ces services, Harimou bénéficiait d'une vie bien plus confortable que la plupart des habitants. La secte lui fournissait de l'argent pour son commerce, lui assurait une protection en cas de problème et subvenait à ses besoins matériels. Il avait un train de vie modeste mais stable, ce qui lui permettait de ne pas éveiller les soupçons. Mystiquement, Harimou recevait une fraction de l'énergie collectée dans les pierres. Cette puissance renforçait sa propre étoile, lui offrant une chance accrue, une résistance exceptionnelle aux maladies, et une capacité presque surnaturelle à manipuler et influencer les autres. En tant que serviteur de la secte, Harimou était protégé contre les représailles. La secte veillait à éliminer toute menace potentielle à son encontre, qu'elle soit physique ou spirituelle. Cela lui conférait un sentiment de supériorité et d'impunité.
L'un des plus grands attraits pour Harimou était la promesse de l'immortalité. La secte lui avait fait miroiter qu'en servant fidèlement, il pourrait transcender sa condition humaine et devenir une entité immortelle et puissante. Cette perspective alimentait son zèle et son dévouement. Cependant, malgré ses récompenses, Harimou restait un esclave du système qu'il servait. Chaque pas qu'il faisait dans l'ombre de la secte l'éloignait de son humanité et le liait davantage à un destin tragique et inévitable. Devant ses clients, Harimou savait parfaitement ce qu'il faisait. Il n'était pas un homme naïf. Chaque sourire, chaque parole aimable envers ses clients faisait partie de son rôle. Il connaissait les cibles parfaites. Jour après jour, les clients revenaient, attirés par la saveur irrésistible du café d'Harimou. Ils ne comprenaient pas pourquoi, malgré leurs efforts, leur vie semblait sombrer dans une spirale de malheur. Une vendeuse de légumes, Fatou, commença à remarquer que depuis qu'elle buvait ce café, ses ventes s'effondraient inexplicablement. Les fruits qu'elle vendait semblaient pourrir plus vite, ses clients habituels la délaissaient pour d'autres étals. De son côté, Moussa, un jeune conducteur de taxi-moto, souffrait de pannes mécaniques constantes. Chaque fois qu'il buvait une tasse du café d'Harimou, il lui arrivait un nouvel incident. Un pneu crevé, une chute sur la route, ou une amende imprévue. Les clients murmuraient entre eux, mais jamais personne n'osait accuser Harimou. Comment un simple vendeur de café pouvait-il être la source de leur malheur? Les étoiles noires n'étaient pas une secte qui avait pitié de ses victimes. Leur pouvoir venait des étoiles volées, qu'ils utilisaient pour alimenter leurs rituels obscurs. Ces fragments d'âme leur donnaient un contrôle sur le destin des autres, leur permettant de prospérer dans l'ombre tout en plongeant leurs victimes dans la misère. Leur objectif ultime était de collecter assez d'étoiles pour invoquer une entité ancienne, une créature d'un autre monde qui leur offrirait un pouvoir absolu en échange de ces âmes. Harimou était un maillon essentiel de ce plan. Sa propre étoile, autrefois terne, brillait désormais d'un éclat surnaturel, alimenté par la souffrance de ses victimes. Il prospérait, affichant une apparence florissante qu'il dissimule, tandis que ses clients s'enfonçaient dans le désespoir. Un jour, Fatou, une jeune vendeuse du marché, désespérée par ses échecs répétés, décida de consulter une vieille femme connue pour sa sagesse et ses connaissances spirituelles. Fatou était une vendeuse de légumes pleine de vie, bien connue dans le marché pour son sourire chaleureux et sa voix chantante lorsqu'elle appelait les clients. Mais depuis plusieurs mois, sa vie semblait s'effondrer. Ses légumes, autrefois frais et appétissants, semblaient dépérir plus vite, comme si une malédiction pesait sur son étal. Ses clients habituels, fidèles depuis des années, avaient commencé à la délaisser sans raison apparente. Chez elle, la situation n'était guère meilleure. Son mari, un pêcheur, rentrait de plus en plus souvent les filets vides, et leurs maigres économies fondaient comme neige au soleil. Fatou se réveillait chaque matin avec une boule au ventre, luttant pour ne pas sombrer dans le désespoir. Un soir, alors qu'elle rangeait son étal après une journée particulièrement difficile, une voisine lui murmura. « Fatou, quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas normal. Peut-être devrais-tu consulter la vieille Kadiatou. Elle connaît des choses que nous ignorons. » D'abord réticente, Fatou finit par céder. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle se rendit au domicile de la vieille dame, un petit abri en terre cuite niché à l'ombre d'un grand baobab. Les mains tremblantes, elle raconta ses malheurs, les larmes aux yeux. Kadiatou l'écouta en silence, son regard perçant semblant voir bien au-delà des mots de Fatou. « Raconte-moi tout ce que tu consommes, tout ce que tu touches, dit-elle. Fatou, dans un éclair de lucidité, mentionna le café qu'elle buvait chaque matin au marché. En entendant cela, la vieille femme plissa les yeux. « Ce café n'est pas qu'une boisson, ma fille, murmura-t-elle. Il est chargé d'une noirceur qui dévore ta lumière. » Ce fut le début du chemin de Fatou pour découvrir la vérité et mettre fin au malheur qui pesait sur elle et les autres victimes d'Harimou. La femme, après avoir écouté son histoire, demanda à voir le café qu'elle buvait chaque jour. Elle plongea ses doigts dans le liquide et sentit immédiatement l'énergie maléfique qui s'en dégageait. « Ce café n'est pas ordinaire, murmura-t-elle. Il est chargé d'un mal ancien, conçu pour voler ce qui fait de toi une femme forte et prospère. » Fatou, horrifiée, se rappela les pierres brillantes qu'elle avait aperçues dans le chariot d'Harimou. Elle commença à rassembler les autres victimes, partageant ce qu'elle avait appris. Moussa et d'autres marchands décidèrent d'enquêter. Une nuit, alors qu'Harimou participait à un rituel de la secte dans une clairière isolée,
Fatou, Moussa et quelques autres courageux décidèrent de le suivre. Cachés derrière les arbres, ils assistèrent à un spectacle terrifiant. Les pierres incolores brillaient d'une lumière vive, et les prêtres de la secte psalmodiaient des incantations dans une langue ancienne. Lorsque les villageois comprirent l'ampleur des actes d'Arimou, leur peur se transforma en colère. Le lendemain de leur terrifiante nuit d'observation du rituel, Fatou et Moussa arrivèrent au marché tôt, bien avant que le tumulte habituel ne commence. Fatou, habituellement timide et discrète, avait le regard déterminé, tandis que Moussa, avec son habit de travail poussiéreux, semblait à la fois fatigué et en colère. Il savait qu'il devait parler avant qu'Arimou n'arrive avec son chariot maudit. Fatou monta sur une caisse en bois près de son étal, rassemblant le courage nécessaire. Avec une voix tremblante mais ferme, elle s'adressa aux premières vendeuses et clients arrivés. « Mes sœurs, mes frères, écoutez-moi, je vous en supplie. Quelque chose de terrible se cache parmi nous. » Les premiers murmures d'étonnement attirèrent l'attention d'autres commerçants. Moussa se plaça à ses côtés, son visage grave, pour montrer qu'elle disait la vérité. « Vous vous souvenez de tous les malheurs qui nous frappent ces derniers temps? Les ventes qui chutent, les accidents, les pannes, les vies qui s'effondrent. Ce n'est pas une coïncidence. La vieille dame Kadiatou m'a ouvert les yeux. Ce café que nous buvons tous les jours est maudit. » Un silence lourd s'installa. Les visages incrédules des vendeuses se tournèrent vers elle, mais certaines baissèrent déjà les yeux, comme si elles reconnaissaient une vérité qu'elles ne voulaient pas admettre. Moussa prit la parole. « Fatou dit vrai. Hier soir, nous avons suivi Arimou dans la forêt. Ce n'est pas un simple vendeur de café. » Sa voix se brisa légèrement sous l'émotion, mais il continua. « Il travaille pour une secte qui vole nos étoiles, nos âmes. Nous les avons vus, ces monstres en robe noire, entourés de pierres étranges. Ils absorbent notre lumière, notre chance. Ce café n'est qu'un piège. » Certains éclatèrent de rire, refusant d'y croire. « Ce sont des histoires pour faire peur aux enfants, » lança un homme en arrière. Mais une vendeuse, Awa, se leva, le regard sérieux. « À moi aussi, depuis que je bois ce café, ma vie n'est plus la même. Chaque jour, quelque chose tourne mal. Peut-être qu'ils disent vrai. » Encouragé, Fatou continua. « Nous avons vu les pierres briller, nous avons entendu leurs incantations. Ce n'est pas naturel. Nous devons agir, détruire ces pierres, empêcher Arimou de continuer. » Peu à peu, l'indignation remplaça le scepticisme. Les marchands commencèrent à murmurer entre eux, échangeant leurs propres récits de malchance. Certains étaient prêts à confronter Arimou immédiatement, tandis que d'autres, plus prudents, voulaient des preuves supplémentaires. Moussa conclut avec une fermeté qui imposa le silence. « Si vous doutez encore, attendez qu'il arrive. Regardez dans son chariot, observez les pierres. Vous verrez par vous-même que nous ne mentons pas. Mais soyez prêts, car il ne se rendra pas sans se battre. » Le marché était désormais en effervescence, une colère collective montant à mesure que la vérité se propageait. Le lendemain, lorsqu'Arimou apparut au loin avec son chariot, les regards s'échangèrent, déterminés. C'était le début de la fin pour le marchand de café et sa sombre mission. Au lieu de l'accueillir avec le sourire habituel, ils l'encerclèrent, exigeant des réponses. Arimou, pour la première fois, perdit son sang-froid. Les murmures grandirent, les accusations devinrent plus fortes. Finalement, Arimou prit la fuite, abandonnant son chariot derrière lui. Les habitants détruisirent les thermos et les pierres, espérant briser le sort qui pesait sur eux. Bien que la secte ait disparu dans l'ombre, sa marque resta gravée dans les esprits. Les villageois apprirent à être plus méfiants, à ne plus consommer sans questionner. Cette histoire illustre l'importance de la vigilance et du discernement. Même les actes les plus innocents peuvent cacher des intentions malveillantes. En unissant leurs forces, les victimes d'Arimou ont réussi à briser la chaîne de malheur, prouvant que la solidarité est la plus grande des protections contre le mal. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. N'oubliez surtout pas de laisser un j'aime.